Que penseriez-vous si je vous révélais que les chevaliers de la table ronde n'ont pas vu le jour dans les forteresses médiévales de l'Europe, mais plutôt dans les immenses plaines d'Asie centrale? Pensez un moment que vous vous trouvez sur une colline embrumée en Bretagne, contemplant les vestiges d'un ancien fort romain. Le souffle du vent caresse délicatement les pierres séculaires et l'on pourrait presque percevoir le son résonnant des sabots de chevaux d'époque lointaine. Ce n'est pas simplement un autre récit concernant le roi Arthur, c'est l'incroyable histoire de comment des combattants nomades des plaines asiatiques auraient pu semer les germes de la légende occidentale la plus persistante. Ferme tes yeux et imagine un univers où l'horizon se prolonge sans fin dans toutes les directions. On ne trouve ni cité de pierre, ni édifices majestueux, mais des étendues de prairies ondulantes où le souffle du vent chuchote les mystères d'âges révolus. Dans cet environnement apparemment désert, le bruit assourdissant de milliers de sabots se fait entendre. Il s'agit des Sarmates, ces maîtres du combat à cheval qui ont régné sur les steppes situées entre la mer Noire et la mer Caspienne pendant plus de 8 siècles. Les Sarmates n'étaient pas de simples nomades vagabondant sans direction dans les steppes. Vers le VIe siècle avant J.C., une sophistiquée confédération de peuples iraniens a vu le jour, donnant naissance à l'une des civilisations militaires les plus évoluées de l'Antiquité. Son appellation même suggère mystère et influence. Sarmate découle sans doute d'un terme signifiant armé ou guerrier, et rien ne décrit mieux ces seigneurs de la guerre à cheval. C'est ici que débute le mystère authentique qui captive les historiens depuis longtemps. Comment se fait-il que les coutumes de ces combattants des steppes d'Asie trouvent une résonance aussi manifeste dans les mythes liés au roi Arthur? On ne peut imaginer la stupéfaction des chercheurs pionniers quand ils ont réalisé que plusieurs aspects essentiels des récits arthuriens, l'épée sacrée, les dragons sur les étendards, la chevalerie lourde et même certains noms de chevaliers, semblaient remonter au territoire reculé des Sarmates. Cette liaison n'est pas seulement basée sur la spéculation ou le romantisme. Les archives anciennes attestent que des milliers de combattants sarmates ont été transférés vers l'Empire romain, en particulier en Bretagne, où ils ont joué le rôle de force auxiliaire pendant plusieurs siècles. Ces individus n'ont pas débarqué en tant que conquérants, mais en militaires de carrière, apportant avec eux non seulement leur savoir-faire guerrier, mais aussi leurs coutumes, leurs récits, et leurs emblèmes sacrés. Nous allons approfondir la théorie qui avance que suite à la chute de l'Empire romain et à l'établissement de ce qu'on désigne comme l'âge des ténèbres en Bretagne, les descendants de ces guerriers sarmates ont pris les rênes militaires pour défendre l'île face aux attaques anglo-saxonnes. Ces véritables prouesses, amplifiées par la tradition orale au cours des âges, pourraient avoir été métamorphosées en les éternelles légendes d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Pour saisir pleinement l'identité des Sarmates, il faut remonter davantage dans le passé, jusqu'aux périodes obscures des grandes vagues de migration qui ont modelé l'Antiquité. Visualisez-vous en l'an 600 avant J.C., contemplant depuis les cimes des monts Oural la scène de cavaliers qui surgissent du centre de l'Asie centrale, tels des ruisseaux humains qui se dirigent vers l'ouest à la quête de nouvelles terres et de possibilités. Comme la propagande romaine les représentait fréquemment, ces migrants n'étaient pas des sauvages barbares. Ils étaient issus de la culture Andronovo, l'une des civilisations les plus avancées de l'âge du bronze, en Asie centrale. Ils ont élaboré, sur plusieurs générations, des procédés sophistiqués en métallurgie, en domestication équine et en structuration sociale. Lorsqu'ils ont finalement pris la décision de se diriger vers l'ouest, ils ont emporté avec eux des siècles de savoir accumulé dans les domaines de la guerre à cheval, de l'artisanat et de la survie dans les dures conditions de la steppe. Sa première interaction importante a été avec les Sarmates, un groupe ethnique lié qui dominait les zones au sud de l'Oural. Cependant, ce ne fut pas simplement une conquête sauvage.
Les nouveaux venus se sont intégrés aux communautés locales, donnant lieu à une fusion culturelle distincte qui alliait les coutumes asiatiques à des aspects iraniens occidentaux. Cette fusion a donné naissance aux Sarmates, un regroupement de tribus incluant les Aors, les Roxolans, les Alains, les Yaziges, ainsi que de nombreux autres groupes mineurs. L'aspect le plus captivant de cette migration est sa portée et son organisation méticuleuse. Nous n'évoquons pas des groupes épars de pillards, mais plutôt un déplacement organisé impliquant des dizaines de milliers d'individus, combattants, leurs proches, artisans, guérisseurs et tout l'équipement social requis pour soutenir une civilisation nomade. Ces groupes utilisaient des dialectes de l'ancien iranien, liés à la langue des écrits zoroastriens de l'Avesta, et maintenaient des traditions orales sophistiquées qui sauvegardaient leur histoire et leur mythologie au fil des générations. Son essor a été inarrêtable. Partant de leur territoire d'origine dans les steppes pontiques, les Sarmates ont élargi leur empire du fleuve Vistule vers l'ouest jusqu'à la Volga à l'est, et du Caucase au sud jusqu'aux forêts du nord. Ce territoire immense n'était pas administré à la manière d'un empire conventionnel, avec des limites clairement définies, mais plutôt comme une constellation adaptable d'alliances tribales qui pouvaient s'étendre ou se rétracter en fonction des contextes. Effectivement, son ascension a marqué la conclusion de l'ère scythe et l'amorce d'une nouvelle époque dans l'histoire des steppes de l'Eurasie. Visualisez-vous vous lever chaque jour dans un univers où votre habitation peut se mouvoir. L'air est empreint de l'odeur du cuir préparé et de la fumée d'un feu de camp pendant que des hennissements lointains de chevaux se font entendre doucement. C'était la réalité de tous les jours pour les Sarmates, une culture fascinante qui remet en doute plusieurs de nos idées contemporaines sur l'organisation des civilisations anciennes. Pour la société sarmate, la famille élargie et le clan constituaient l'unité fondamentale, plutôt que la ville ou le village. Chaque famille habitait des tentes itinérantes en feutre et cuir, des constructions remarquablement élaborées qui résistaient aux rafales gelées de l'hiver steppique et aux orages estivaux. Il ne s'agissait pas de simples refuges temporaires, c'étaient des habitations totalement opérationnelles qui pouvaient être démontées et déplacées dans des véhicules spécifiquement adaptés, offrant à l'ensemble de la communauté la possibilité de se mouvoir en fonction des saisons ou des nécessités militaires. Cependant, ce qui pourrait être considéré comme le plus révolutionnaire chez les Sarmates, c'est le rôle joué par les femmes. Tandis que dans nombre de cultures anciennes, les femmes étaient confinées à des fonctions domestiques, les guerrières sarmates se battaient aux côtés des hommes. Les fouilles archéologiques ont révélé qu'environ 20% des sépultures sarmates avec des armes étaient celles de femmes. Il s'avère que ces armes n'étaient pas uniquement de nature cérémonielle. On y a trouvé des épées, dagues, arcs et pointes de flèches qui portent la preuve d'une utilisation en tant qu'arme de combat. Cette équité guerrière n'était pas uniquement fonctionnelle, mais aussi profondément ancrée dans leur perception du monde. Selon la croyance des Sarmates, c'était la valeur et l'habileté au combat qui définissaient le statut social, et non le sexe. Les femmes avaient la possibilité d'accéder à des postes de leadership dans les clans, de diriger des campagnes militaires et d'amasser des biens personnels. Il est fort probable que les fameuses Amazones, évoquées par les auteurs grecs, étaient en fait des guerrières sarmates et que leurs interactions avec les troupes grecques et romaines ont engendré des mythes qui survivraient pendant des milliers d'années. L'organisation de la structure sociale se faisait en plusieurs échelons. Les nobles ou aristocrates guerriers, identifiables par leurs armures raffinées et leurs armes ornementées, ainsi que par les imposantes sépultures connues sous le nom de kurgans, se situaient au sommet. Ces kurgans, pour certains culminant à 20 mètres, renfermaient non seulement les dépouilles des défunts, mais également d'extraordinaires richesses. Or façonné, soie de Chine, miroirs en bronze, armes finement ornées et occasionnellement des offrandes de chevaux et de serviteurs. Le trésor découvert dans ces tumulus dévoile une information surprenante sur la société sarmate.
Elle était reliée à des circuits commerciaux allant de la Chine à la Méditerranée. Les Sarmates n'étaient pas de simples groupes reclus dans les steppes, mais des acteurs dynamiques du commerce mondial antique, troquant de l'or, des peaux et des esclaves en échange de produits industriels, de soie et d'épices. L'un des rituels les plus puissants et évocateurs de l'Antiquité se trouvait au centre de la spiritualité sarmate. Visualise une nuit parsemée d'étoiles dans les steppes où le vent chuchote à travers les hautes herbes. Au cœur du camp, les combattants forment un cercle autour d'une épée enfoncée dans le sol. Ce n'est pas juste un rituel, c'est le moment le plus sacré de leur vie, l'adoration du dieu guerrier à travers le symbole le plus pur du pouvoir divin. Pour les Sarmates, l'épée représentait non seulement un outil de combat, mais aussi une matérialisation tangible de la divinité. D'après les chroniques de l'historien romain Ammien de Marcellin, cette cérémonie vénérant l'épée occupait une place centrale dans leur culte. La feuille, scintillante sous le ciel étoilé, symbolisait le dieu suprême de la guerre. Des offrandes d'animaux étaient en dette autour d'elle, du sang sacré était répandu et des serments étaient prononcés pour lier les guerriers au-delà de la mort. Le symbolisme de l'épée comme outil divin et gage de légitimité résonnerait à travers les âges d'une manière que même les Sarmates n'auraient jamais pu envisager. Quand on évoque Excalibur, fichée dans la roche, en attente du roi légitime capable de la retirer, ou l'épée qui surgit des eaux de la Dame du Lac pour conférer sa puissance à Arthur, il est possible que nous soyons témoins d'échos de traditions sarmates, très anciennes, ayant survécu à travers le temps et l'espace. Cependant, sa dévotion ne se confinait pas aux vénérations de l'épée. Les Sarmates exerçaient une version de chamanisme qui mêlait l'adoration des ancêtres au respect des puissances naturelles. Dans leur culture, les chamans, qu'ils soient hommes ou femmes, servaient de pont entre le monde des vivants et l'univers des esprits. Ils employaient des végétaux psychoactifs, des danses cérémonielles et des hymnes sacrés pour créer des états de conscience altérés qui leur facilitèrent la communication avec les défunts et la prédiction de l'avenir. Les archéologues ont mis au jour des indices captivants de ces rituels, illustrés par des chaudrons rituels décorés de scènes mythologiques, des miroirs en bronze gravés d'emblèmes magiques et des talismans individuels qui allient les motifs iraniens aux influences des civilisations voisines. Ces objets n'étaient pas de simples ornements, mais des instruments spirituels qui liaient leurs détenteurs à des puissances surnaturelles. Pour les Sarmates, la mort ne représentait pas une conclusion, mais plutôt une métamorphose. Les guerriers défunts se transformaient en ancêtres gardiens qui poursuivaient leur surveillance sur leur communauté depuis l'autre monde. Cette conviction se manifestait dans l'érection de courgans sophistiqués qui n'étaient pas de simples sépultures, mais des demeures éternelles où les défunts persistaient à vivre dans l'au-delà. Les objets inhumés à leur côté, qu'il s'agisse d'armes, de bijoux, de nourriture ou même de chevaux offerts en sacrifice, constituaient des provisions destinées à ce voyage sans fin et des emblèmes de leur position persistante au sein de la société des ancêtres. Le matin se lève sur la steppe avec une cacophonie qui secoue le sol. Des milliers de casques frappent le sol gelé, tandis qu'une dense concentration de cavaliers équipés se dessine dans la brume du matin tel un aperçu de l'Apocalypse. Il s'agit des cataphractes sarmates, la cavalerie lourde la plus redoutée de l'Antiquité, dont l'assaut est en mesure de fracturer les lignes adverses tel un ouragan qui dévaste les branches d'un arbre. On ne saurait minimiser l'importance révolutionnaire que représentaient les Sarmates dans le contexte militaire. Tandis que d'autres nations luttaient surtout à pied, en faisant appel à la cavalerie comme appui secondaire, les Sarmates ont entièrement renversé cette situation. Pour ces derniers, le cheval ne représentait pas seulement un moyen de locomotion. C'était une prolongation de leur propre être, un allié si étroitement associé aux combattants que les auteurs anciens évoquaient parfois les Sarmates comme des centaures, à moitié humains, à moitié équins. Sa principale arme était le contus, une lance d'une longueur exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 4 mètres, qui requérait l'usage des 2 mains, ce qui obligeait le cavalier à manier sa monture uniquement avec ses jambes et son équilibre.
Cette arme, maintenue sous le bras droit et pressée contre le corps, faisait de chaque cavalier un projectile humain capable de percer armures et boucliers avec une puissance destructrice. Imaginez la peur qu'une troupe de centaines de ces combattants devait semer, avançant en un alignement impeccable, les bouts de leurs lances étincelant au soleil tels les crocs d'une créature préhistorique. Cependant, la compétence sarmate ne se limitait pas seulement au combat rapproché. Ils étaient également des cavaliers archers prodigieusement doués, aptes à décocher avec une précision fatale tout en courant à vive allure. Leurs arcs composites, réalisés en bois, os et tendons, avaient la capacité de projeter des flèches à une portée excédant les 300 mètres. Cette association de manœuvrabilité et de force de frappe leur offrait la possibilité d'appliquer la stratégie traditionnelle du tir et fuite, en harcelant les forces adverses plus importantes jusqu'à les asseoir ou à déstabiliser leur morale. L'équipement défensif du guerrier sarmate était tout aussi remarquable que son armement offensif. Les tribus les plus prospères ont mis au point des armures en écaille qui protégeaient à la fois le cavalier et sa monture. Les Romains désignaient ces armures comme lorica squamata. Elles étaient fabriquées à partir de milliers de petites plaques en métal ou de cuir renforcé cousues sur un support en cuir ou textile. L'issue fut une armure souple mais hautement durable, qui offrait une liberté de déplacement tout en assurant une protection contre les flèches, les javelots et les épées. Les casques sarmates constituaient des pièces d'art utilitaires, fréquemment décorées avec des plumes, des crins de cheval ou des reliefs complexes qui servaient non seulement à impressionner l'adversaire, mais aussi à indiquer le statut et l'appartenance tribale du porteur. Quand il se servait de ces boucliers, ceux-ci prenaient souvent une forme ovale et étaient fabriqués avec du rotin tressé revêtu de cuir. Ils étaient assez légers pour ne pas gêner le maniement du contus, tout en étant suffisamment robustes pour dévier les impacts. La pratique de la cavalerie lourde blindée, élaborée par les sarmates, se diffuserait à l'échelle mondiale. Au début, les Romains avaient peur de ces hommes de fer à cheval, mais ils ont rapidement commencé à engager des sarmates en tant que mercenaires et ont adopté une grande partie de leurs tactiques et équipements. Des siècles ultérieurs, cette coutume se transformerait en la chevalerie médiévale européenne, les chevaliers revêtus d'armures complètes que nous associons à l'univers d'Arthur et de la table ronde. Nous sommes en 92 de notre ère. Les aigles romains scintillent à la lumière d'hiver, pendant que les légions progressent vers le nord, transcendant le Danube et pénétrant des territoires jamais arpentés par un Romain. Cependant, dans les champs gelés, une multitude de cavaliers équipés d'armures surveille silencieusement. L'atmosphère est chargée de tension. Deux univers se préparent à se confronter. D'une part, l'empire le plus puissant que l'histoire ait jamais connu se caractérise par une discipline rigoureuse et une organisation minutieuse. D'un autre côté, il y a la frénésie primitive et la mobilité létale des seigneurs des plaines. Ce n'est pas simplement un autre conflit à la frontière, c'est l'affrontement qui altérera irrémédiablement le destin de ces deux civilisations. Les premières interactions entre les Romains et les Sarmates n'ont pas été chaleureuses. Les Roxolans, considérés comme l'une des tribus sarmates les plus belliqueuses, ont commencé à mener des attaques dévastatrices le long du Danube, envahissant en profondeur les provinces romaines de Mésie et de Dacie. Leur charge de cavalerie lourde semait l'effroi parmi les troupes auxiliaires romaines, qui n'avaient jamais été témoins d'une telle chose. Les stratégies conventionnelles des légions, élaborées pour affronter les formations d'infanterie ou les tribus germaniques sans structure, s'avéraient inefficaces face à ces cavaliers spectres. Ils apparaissaient tels des ouragans, ravageaient tout ce qu'ils croisaient et s'évanouissaient dans les steppes avant qu'une riposte adéquate puisse être mise en place. Pour faire face à cette menace inédite, l'empereur Domitien n'a eu d'autre choix que de dépêcher certains de ses généraux les plus compétents. Cependant, les Sarmates se sont révélés être des ennemis redoutables. En 92 après JC, les Roxolans infligèrent une défaite cinglante aux troupes romaines, décimant presque une légion entière dans les plaines glacées de la Roumanie actuelle.
L'annonce de cette catastrophe a provoqué une onde de choc à travers tout l'Empire. Comment expliquerait-on la défaite des légions romaines, apparemment invincibles, par des nomades dits barbares? Cependant, Rome avait une faculté remarquable d'apprendre de ses revers et d'ajuster ses tactiques. Les chefs romains ont commencé à scruter avec minutie les stratégies sarmates, élaborant des réponses spécifiques. Ils ont constaté que, malgré leur caractère dévastateur en terrain dégagé, les cataphractaires sarmates étaient exposés en terrain marécageux ou montagneux, où la lourde armure de leurs chevaux diminuait leur mobilité. Ils ont aussi observé que ces entraînements de cavalerie lourde perdaient en efficacité lors des combats prolongés, car les chevaliers et leurs chevaux se fatiguaient vite à cause du poids considérable de leurs armures. Au fil du temps, la relation entre Rome et les Sarmates a progressivement transité de l'opposition frontale vers une interaction complexe mêlant diplomatie, conflit et collaboration réciproque. Les Romains ont compris qu'il était plus rentable et efficient de s'allier avec certains groupes sarmates plutôt que de tenter de conquérir les immenses steppes qui constituaient le domicile de ces peuples. En contrepartie de subventions, de territoires frontaliers et du droit d'exercer le commerce sur les marchés romains, de nombreuses tribus sarmates ont consenti à se mettre au service de l'Empire en tant que troupes auxiliaires, fournissant ainsi la cavalerie lourde qui faisait défaut aux légions traditionnelles. Le développement futur de notre récit dépendrait de manière cruciale de la conversion d'adversaires en alliés. Visualisez la situation. Nous sommes en l'année 175 après J.C. Dans les vastes plaines du Danube, 5500 guerriers sarmates assistent à l'extinction de leur monde, tel qu'ils l'ont toujours connu. Durant les guerres marcomanes, ils ont farouchement lutté contre les troupes de Marc Aurèle, déployant toute leur rage et leur maîtrise traditionnelle. Cependant, après des mois de lutte intense, ils avaient désormais été défaits, encerclés par une multitude de boucliers romains et de pointes de lance qui scintillaient comme des astres sous le soleil déclinant. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, était face à un choix difficile. Les 5500 Yaziges capturés n'étaient pas des prisonniers comme les autres. Ils étaient des combattants d'exception, des experts en guerre montée dont les talents pourraient être bénéfiques pour l'Empire, mais qui, s'ils étaient autorisés à demeurer aux frontières du Danube, pourraient aussi devenir une menace. Il trouva une solution à la fois audacieuse et pratique, les déporter à l'endroit le plus éloigné du monde connu, sur l'énigmatique île de Bretagne, où ils seraient utilisés comme force auxiliaire pour défendre le mur d'Adrien contre les tribus pictes du Nord. L'Odyssée qui se profilait pour ces combattants des steppes promettait d'être grandiose et tragique à bien des égards. Ils n'avaient jamais contemplé l'océan auparavant, et voilà qu'ils devaient se frayer un chemin à travers la Méditerranée, faire le tour de l'ensemble de la péninsule ibérique, traverser le redoutable golfe de Gascogne, pour finalement atteindre les rivages embrumés d'une île qui se dressait aux confins de leur carte mentale, comme un endroit mythique et terrifiant. Pour des hommes accoutumés à l'immensité et à la liberté des vastes espaces, ce confinement à bord de bateaux en bois a sans doute constitué une souffrance mentale quasiment insupportable. Cependant, les Yaziges ne faisaient pas leur voyage en solitaire. Contre toute prévision, Marc Aurèle leur a donné la possibilité de prendre leur famille, conjoints, enfants, personnes âgées, artisans et l'ensemble du lien social qui garantissait la cohésion de leur communauté. Cette décision qui semblait empreinte de compassion avait également une composante stratégique brillante. Les hommes, ayant des familles à défendre, étaient moins enclins à déserter ou se révolter et davantage déterminés à s'établir de façon permanente dans leur nouveau domicile. En outre, la présence de femmes et d'enfants assurait qu'il ne s'agirait pas simplement d'une force militaire éphémère, mais du noyau d'une nouvelle communauté qui s'implanterait sur le sol britannique. L'effectif initial de 5500 combattants, en incluant leurs familles, reflétait vraisemblablement une population totale comprise entre 15 000 et 20 000 individus. Au fur et à mesure des décennies, avec la naissance d'enfants et la conclusion de mariages avec les populations britanno-romaines locales,
Cette communauté aurait pu grandir pour atteindre 30 000, voire 40 000 individus. Il ne s'agit pas d'un simple petit groupe militaire, mais plutôt d'une migration à grande échelle qui a introduit un aspect totalement inédit dans le mélange ethnique de la Bretagne romaine. Il y a une ironie manifeste. Ces combattants qui avaient subi la défaite face à Rome dans les plaines d'Europe centrale étaient censés devenir quelques-uns des défenseurs les plus fidèles et performants de l'Empire à ses confins les plus éloignés. Son expatriation constituerait une nouvelle terre natale, et ses héritiers rédigeraient quelques-uns des passages les plus épiques de l'histoire bretonne. À son insu, Marc Aurèle a planté les semences de légendes qui continueraient d'exister bien longtemps après l'oubli du dernier empereur romain. Alors que les premiers Sarmates se tiennent devant l'immense mur d'Adrien qui s'étire à perte de vue comme une marque de pierre sur le paysage, le souffle glacial du nord de l'Angleterre les transperce avec la finesse d'une lame de rasoir. C'est dans des bastions tels que Bremetenacum, aujourd'hui Ribchester, Uxellodunum et d'autres garnisons frontalières que ces combattants des steppes établiront leurs existences nouvelles, bien éloignées des vastes plaines qui étaient jadis leur domicile. L'adaptation n'a pas été simple. Visualiser un cavalier sarmate, habitué à l'immense liberté des steppes, désormais enfermé derrière les murs de pierre d'une forteresse romaine de forme rectangulaire. Avec ses pluies incessantes et ses brouillards continus, le climat du Royaume-Uni était à l'antithèse des plaines arides et venteuses de son pays d'origine. Il était nécessaire de protéger les chevaux, qui sont au cœur de leur culture, en les logeant dans des édifices en pierre, plutôt qu'en leur permettant de broutiller librement dans les champs ouverts. Toutefois, ces vétérans ont montré une aptitude exceptionnelle à s'ajuster et à se développer dans des conditions qui auraient anéanti des individus moins résistants. Des preuves captivantes de la présence sarmate ont été mises au jour grâce aux fouilles archéologiques sur des sites tels que Bremetenacum. Les archéologues ont mis au jour des morceaux d'armures à écailles distinctives, des pointes de flèches de type scythe, des ornements équestres sophistiqués et, plus fascinant encore, des autels votifs portant des inscriptions qui font référence tant à des dieux romains qu'iraniens. Ces trouvailles dessinent le tableau d'une communauté qui a préservé ses coutumes ancestrales tout en s'incorporant graduellement au système romain. Cette dichotomie culturelle était reflétée dans la structure sociale de ces institutions situées à la frontière. Les chefs sarmates ont maintenu plusieurs de leurs rangs et privilèges traditionnels. Toutefois, ils fonctionnaient dans le contexte de la structure militaire romaine. Ils ont élaboré un système hybride distinct, où les hiérarchies tribales sarmates coexistaient avec la rigueur militaire romaine. Après une période de service de 25 ans, les vétérans sarmates obtenaient la citoyenneté romaine et des terres, ce qui les élevait au rang de classe dirigeante dans ces communautés situées aux frontières. Les unions mixtes se sont rapidement popularisées. Les femmes sarmates, connues pour leur attrait et leur bravoure, se marièrent avec des soldats romains et des marchands autochtones, tandis que les combattants sarmates épousèrent des femmes issues des communautés britanno-romaines. Ces unions n'étaient pas simplement des associations personnelles, elles symbolisaient le rassemblement progressif de trois traditions culturelles différentes, sarmate, romaine et celtique, en une entité entièrement inédite. Ces unions ont donné naissance à des enfants qui ont été élevés en parlant non seulement latin et dialecte celte, mais aussi les langues iraniennes de leurs ancêtres sarmates. Ces derniers sont devenus de véritables citoyens romains tout en préservant des attaches émotionnelles fortes avec les traditions des steppes. Cette synthèse culturelle se reflétait aussi dans la vie religieuse de ces communautés. Malgré l'adoption officielle du panthéon romain par de nombreux sarmates, ils ont persisté à intégrer discrètement des aspects de leurs croyances ancestrales. Le culte de Mitra, qui était prisé par les troupes romaines, a connu une adhésion chez les sarmates grâce à ses ressemblances avec les coutumes zoroastriennes iraniennes. Parallèlement, des aspects de chamanisme et de culte des ancêtres subsistent dans des rituels confidentiels et des coutumes familiales. Cette souplesse religieuse serait primordiale lors de la propagation du christianisme en Bretagne,
car les descendants sarmates décèleront dans cette foi naissante des aspects qui entraient en résonance avec leur tradition spirituelle préexistante. Au sein des annales poussiéreuses de l'histoire romaine, parmi une multitude de noms délaissés d'officiers et de bureaucrates, se distingue un personnage qui pourrait être la solution à l'un des plus grands mystères de la littérature occidentale. Il s'appelait Lucius Artorius Castus, et malgré le fait que peu de personnes le connaissent, ce vétéran romain pourrait être l'individu véritable derrière la légende sans âge du roi Arthur. Lucius Artorius Castus n'était pas un héros légendaire ou un personnage fictif, c'était un militaire romain de carrière, rigoureusement attesté par des inscriptions en pierre et des archives militaires qui sont parvenues jusqu'à nous. Castus, né vraisemblablement en Dalmatie, aujourd'hui la Croatie, autour de l'an 140, après JC, a ascendé dans les rangs de l'armée romaine grâce à sa ténacité et son talent, passant des positions les plus humbles aux postes de commandement les plus honorables de l'Empire. Même selon les normes romaines, sa carrière dans l'armée a été remarquable. Il a débuté sa carrière en tant que centurion de la 3e légion gauloise en Syrie, où il a gagné de l'expérience dans les batailles contre les Parthes et les Arabes. Par la suite, il fut affecté à la 6e légion Victrix en Bretagne, où il parvint au rang de primus pilus, le centurion le plus haut gradé de la légion. Cependant, ce fut son ultime avancement qui le liera indéfectiblement aux Sarmates. Il a été nommé préfet des forgerons de la 6e Légion et surtout duc ou chef des troupes auxiliaires sarmates basées au nord de la Bretagne. Visualisez ce soldat romain aguerri par des années de bataille aux confins les plus périlleux de l'Empire, dirigeant les guerriers sarmates à proximité du mur d'Adrien. C'est un homme qui a combattu de la Mésopotamie jusqu'en Écosse, maintenant à la tête de troupes dont les traditions militaires sont aussi vénérables et respectables que celles des Romains en personne. L'union de la discipline romaine et de la brutalité sarmate sous son commandement aurait donné naissance à une puissante force militaire. Selon les documents historiques, Castus a dirigé des opérations militaires contre les Calédoniens, les ancêtres des Écossais, au-delà du mur d'Adrien. Des offensives qui exigeaient précisément le genre de mobilité et de ténacité que les Sarmates offraient. Cependant, ce qui est encore plus fascinant, c'est la preuve qu'il a aussi ordonné des missions en Armorique, Bretagne continentale, où il a étouffé des soulèvements locaux. Ces opérations victorieuses, dirigées par des troupes mixtes de Romains et de Sarmates contre des adversaires celtes, constituent un contexte historique idéal pour les récits futurs d'Arthur, qui luttent contre les Saxons en Bretagne. Ce qui est le plus captivant dans la biographie de Castus, c'est l'évolution de son nom au fil des années. Il est évident que Artorius est l'origine latine du nom Arthur, et dans les décennies tumultueuses qui ont suivi le départ des Romains de Bretagne, on peut facilement concevoir comment les récits de ce général triomphant ont pu circuler oralement, s'exagérant au fil des générations jusqu'à convertir un officier romain compétent en une figure royale mythique. Les noms peuvent subir des transformations lors de leur traduction d'une langue à une autre, et la transition de Artorius à Arthur est linguistiquement viable et historiquement attestée dans d'autres exemples comparables. L'adéquation avec la chronologie est également assez surprenante. Castus a dirigé les forces sarmates en Bretagne durant l'apogée de leur présence, alors que leurs coutumes et tactiques militaires étaient à leur stade le plus fermement ancrés. 2 siècles plus tard, lorsque leurs descendants se sont retrouvés en lutte pour la préservation de la civilisation romano-britannique face aux invasions anglo-saxonnes, les récits héroïques de chefs tels qu'Artorius auraient servi à inspirer et légitimer leur propre commandement militaire. L'année 410 après JC constitue un des épisodes les plus tragiques de l'histoire occidentale. Visualisez les dernières légions romaines partant depuis les ports bretons, leurs aigles dorés scintillant une ultime fois sous le soleil du Royaume-Uni avant de s'évanouir à jamais au-delà de l'horizon. Ils laissent derrière eux une île en proie au désordre,
des cités délaissées par leurs dirigeants, des résidences dévastées par des malfaiteurs et une population britanno-romaine qui, pendant 4 siècles, avait compté sur le bouclier impérial pour repousser les adversaires aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Toutefois, tous les partisans de la Bretagne ne sont pas partis avec les légions. Dans les bastions du Nord, les héritiers de ces 5500 combattants sarmates scrutaient l'horizon avec un mélange d'inquiétude et de résolution. Ces familles ont établi des liens solides sur le territoire britannique depuis plus de 200 ans. Ces descendants, fils et petits-enfants, étaient venus au monde sur ces terres, avaient uni leur destinée avec des familles de la région et avaient édifié des collectivités florissantes autour des fortifications à la frontière. Pour ces gens, la Bretagne n'était pas une région éloignée de l'Empire, c'était leur lieu de vie et ils étaient disposés à le protéger. Les circonstances se sont vite empirées. Sans la protection romaine, les incursions des tribus pictes du nord et des Écossais de l'ouest devinrent plus fréquentes et intenses. Pire encore, des flots d'envahisseurs anglo-saxons ont commencé à débarquer de l'est. Des guerriers germaniques assoiffés de terre qui percevaient dans la Bretagne délaissée une opportunité idéale pour fonder leur propre royaume. Ces intrus ne débarquaient pas à la manière des Romains, avec le dessein de régner et d'instruire, mais comme des conquérants visant à substituer entièrement l'habitat existant. Dans cette situation désespérée, les héritiers sarmates ont découvert leur instant historique. Grâce à leur longue tradition militaire et des siècles d'expertise en matière de protection des frontières, ils sont devenus naturellement les leaders de la résistance contre les Britanno-Romains. Il ne s'agissait plus de mercenaires étrangers engagés par un empire éloigné, mais de Britanniques qui combattaient pour leur pays. Les aptitudes équestres qu'ils avaient reçues de leurs ancêtres des steppes, affinées par des générations de lutte contre les Pictes et les Écossais, se sont transformées en l'atout stratégique déterminant face à l'infanterie anglo-saxonne lourdement armée. C'est dans ce mélange de désespoir, d'héroïsme et de préservation culturelle que sont apparues les premières semences de ce que nous appelons aujourd'hui les légendes arthuriennes. Durant ces années tumultueuses, les chefs militaires d'ascendance sarmate n'étaient pas uniquement en lutte pour la possession de terres ou le pillage. Ils œuvraient pour conserver un mode de vie, une culture et un ensemble de valeurs qui constituaient la fusion singulière des traditions romaines, celtes et sarmates, qui avaient évolué en Bretagne au fil des siècles d'occupation impériale. Ces triomphes seraient érigés en mythes, et ces noms se métamorphoseraient en héros éternels des contes du Moyen-Âge. Visualiser un instant exact où une idée ancienne de milliers d'années s'est métamorphosée en quelque chose d'entièrement inédit. Dans les brumeuses collines de Bretagne, durant la période sombre post-retrait romain, un descendant sarmate prépare son armure d'écailles ancestrales. Il monte sa monture de guerre et se dirige vers le champ de bataille, non pas en tant que mercenaire au service d'un empire étranger, mais en tant que protecteur de sa terre natale et de son peuple. C'est à ce stade que le cataphracte sarmate entame sa transformation en chevalier du Moyen-Âge. Le passage n'a pas été brusque ni fortuit. Durant plus de 200 ans, les coutumes militaires sarmates ont progressé à l'intérieur du système romain, intégrant des aspects de discipline, d'organisation et de tactique qui enrichissaient idéalement leur patrimoine nomade initial. Ces guerriers des steppes avaient donné naissance à une descendance qui n'était plus seulement composée de cavaliers tribaux. Ils étaient devenus des professionnels militaires sophistiqués, mêlant la mobilité et la férocité ancestrale à la rigueur et à l'entraînement systématique romain. Mais le changement le plus crucial était celui de son ethos guerrier. Les sarmates historiques luttaient pour leur honneur individuel, les richesses et la renommée de leur tribu. Ces descendants britanniques ont élaboré quelque chose de plus sophistiqué et noble, un code d'honneur qui prône la protection des démunis, la fidélité au seigneur légitime, ainsi que la défense de la foi et de la justice. Ce progrès n'est pas survenu dans l'isolement. Il était le fruit logique de générations de services en tant que gardien des communautés frontalières, où la frontière entre civilisation et barbarie se mesurait littéralement en termes de vies humaines.
Les tactiques et les armements ont aussi connu des évolutions. La lance longue, également connue sous le nom de contus sarmate, a évolué progressivement en une lance de cavalerie médiévale, destinée non seulement à l'impact initial, mais aussi à la lutte prolongée. Les armures en écaille ont été remplacées par les cottes de mailles, puis finalement par les armures à plaques intégrales. Toutefois, plus que ces modifications techniques, ce qui caractérisait véritablement ces guerriers nouveaux, c'était leur structure sociale. Ils n'étaient plus des groupes tribaux, gouvernés par des dirigeants héréditaires, mais des guildes de guerriers liés par des serments sacrés d'engagement mutuel et de dévouement à un idéal partagé. Cette idée de fraternité guerrière, fondée sur le mérite et les vœux, plutôt que sur des liens héréditaires, est devenue la pierre angulaire de ce que nous identifierions ultérieurement comme la chevalerie du Moyen-Âge. Quand les récits arthuriens évoquent la table ronde, où chaque chevalier occupe une place équitable, uni par une ambition partagée, ils dépeignent une transformation naturelle de l'organisation militaire sarmate ajustée aux exigences de la Bretagne après la chute de l'Empire romain. La table ronde représente bien plus qu'un simple meuble enchanté. Elle incarne un puissant symbole d'une nouvelle structure sociale et militaire, alliant la valorisation de l'individu à l'harmonie du dessein commun. Dans cette tradition évoluée, les chevaux eux-mêmes se sont transformés en symboles sacrés. Pour les Sarmates de l'origine, le cheval était un allié essentiel et pratique pour survivre dans les steppes. Pour leurs descendants britanniques, le cheval est devenu quelque chose de plus mystique, un emblème de noblesse, de liberté et de lien avec le divin. La vénération du cheval et de la relation entre le cavalier et sa monture se manifesterait ensuite dans une multitude de romans médiévaux où les chevaliers ont des destriers enchantés, dotés de noms spécifiques et de caractères propres, à l'image de Rocinante pour Don Quichotte ou Bucéphale pour Alexandre le Grand, transportés dans l'univers arthurien. Chaque légende véritablement puissante renferme une image qui traverse les époques et atteint une profondeur dans l'âme humaine. Dans la tradition occidentale, rares sont les images aussi symboliques que celle du jeune Arthur, en train de tirer l'épée Excalibur de la pierre, prouvant ainsi son droit divin à régner. Que se passerait-il si cette image, ayant inspiré de multiples poètes, artistes et rêveurs à travers les générations, était dérivée de rituels sacrés exécutés dans les plaines d'Asie centrale il y a plus de 2000 ans? Pour saisir l'ampleur réelle de ce lien, nous devons nous replonger dans les nuits étoilées des steppes sarmates, là où des combattants vêtus de cuir et de métal se rassemblaient autour d'une épée enfoncée verticalement dans le sol dur. Ce n'était pas juste une cérémonie, c'était le sommet sacré de sa vie spirituelle, où l'humain rencontrait le divin par le symbole le plus pur de la puissance guerrière. L'épée, scintillant sous les étoiles sans fin, n'était pas uniquement un instrument de guerre, mais aussi une incarnation tangible de la volonté céleste, un pont reliant le monde humain et l'empire divin. Le rite sarmate de vénération de l'épée possédait plusieurs aspects symboliques. Initialement, elle symbolisait le pouvoir divin. Seuls ceux qui avaient reçu la bénédiction des dieux étaient autorisés à brandir l'arme sacrée. En deuxième lieu, elle représentait le lien entre le guerrier et son destin. L'épée sélectionnait autant son détenteur que ce dernier ne la choisissait. Au final, il représentait la liaison entre le passé, le présent et l'avenir. Chaque génération dirigeante devait démontrer sa valeur en face du même emblème qui avait approuvé ses prédécesseurs. Quand les Sarmates furent relocalisés en Bretagne, ils ne prirent pas uniquement leurs armes et armures, mais aussi leurs coutumes spirituelles les plus enracinées. Après des siècles de fusion avec les communautés locales, ces rites n'ont pas été abandonnés, mais ont évolué en intégrant les croyances celtes et romaines, donnant naissance à de nouvelles expressions syncrétiques de la spiritualité. L'idée d'une épée donnant une légitimité divine s'accordait parfaitement avec les traditions celtes, des objets magiques qui confèrent le pouvoir royal, ainsi qu'avec les idées romaines d'autorité impériale approuvées par les divinités. Dans la Bretagne d'après l'Empire romain,
Alors que les descendants sarmates se sont manifestés en tant que leaders militaires face aux invasions anglo-saxonnes, ces rites ancestraux ont gagné une pertinence et une nécessité renouvelée. Un chef capable de revendiquer non seulement une expertise militaire, mais aussi un soutien divin, avait un atout essentiel dans la consolidation des communautés britanno-romaines dispersées. L'image d'un jeune dirigeant tirant une épée sacrée de la roche, attestant ainsi de son choix divin, aurait eu un impact considérable dans une société en quête désespérée de signes d'espoir et de légitimité. L'évolution de ce symbole au fil des siècles démontre parfaitement comment les mythes se déplacent et subissent des transformations. Ce qui a débuté comme une tradition tangible exercée par les nomades iraniens dans les steppes d'Asie s'est transformé grâce aux déplacements, aux conquêtes, aux unions mixtes et à la transmission orale, en l'une des représentations les plus puissantes de la littérature occidentale. L'épée dans la pierre n'est pas simplement une légende médiévale, c'est le reflet lointain, mais identifiable, de rites sacrés qui uniaient jadis les combattants sous des cieux constellés dans des territoires qui paraissent aujourd'hui aussi éloignés que d'autres univers. Alors que deux armées se préparent à la bataille, le souffle glacial d'un matin britannique traverse les collines. D'une part, les troupes anglo-saxonnes progressent en rang compact, leurs boucliers créant une barrière de bois et de fer qui scintille à la lumière du matin. En revanche, la cavalerie romano-britannique se tient prête à lancer son assaut. Cependant, ce qui attire véritablement le regard, ce ne sont ni les armures étincelantes, ni les lances aiguisées. C'est la bannière qui ondoie au-dessus des troupes défensives. Un dragon écarlate qui paraît s'animer à chaque coup de vent, ses mâchoires béantes lançant un défi silencieux aux envahisseurs. L'image du dragon en tant que symbole de la royauté britannique est si ancienne qu'elle s'estompe dans le brouillard des temps légendaires. Cependant, grâce à une traçabilité remarquable, on peut remonter son origine jusqu'aux steppes de l'Asie centrale, où les ancêtres sarmates ont élaboré l'une des coutumes héraldiques les plus évoluées de l'Antiquité. Les sarmates ne se contentaient pas de simples bannières pour la guerre. Ils arboraient des étendards sophistiqués illustrant des dragons, des serpents volants et d'autres êtres mythologiques qui semblaient planer au-dessus de leur rang, tels que des protecteurs surnaturels. Ces étendards sarmates, appelés dracos par les Romains qui les ont finalement adoptés, représentaient des prouesses d'ingénierie textile et de symbolisme spirituel. Ces dernières étaient composées d'une tête de dragon sculptée en bois ou façonnée en métal, dotée de mâchoires ouvertes reliées à un long tuyau fabriqué en tissu aux couleurs vives. Lorsque le porteur de l'étendard galopait ou que le vent soufflait vigoureusement, l'air pénétrait par les bouches du dragon et emplissait le long cylindre de tissu, donnant l'impression d'un immense serpent ondulant et rugissant dans les cieux. L'impact psychologique sur des adversaires qui n'avaient jamais assisté à une telle scène devait être véritablement épouvantant. Cependant, ces dragons avaient une signification spirituelle et culturelle profonde pour les Sarmates, au-delà de leur influence tactique. Dans la cosmologie de l'Iran, le dragon symbolisait les puissances fondamentales du désordre qui avaient été maîtrisées et orientées par les héros divins. Sur une bannière, un dragon ne représentait pas la destruction ou le mal, mais plutôt la puissance cosmique maîtrisée et orientée vers des fins justes. C'était une proclamation, affirmant que le leader marchant sous ce symbole possédait le pouvoir et la force spirituelle nécessaires pour instaurer l'ordre face au désordre, la civilisation face à la barbarie. Quand les légions romaines ont adopté ces enseignes sarmates, elles les ont déployées à travers tout l'Empire, y compris en Bretagne. Durant les siècles de domination romaine, le draco s'est imposé comme un emblème courant aux confins britanniques, flottant au-dessus de fortifications telles que Bremetenacum, où étaient stationnées les légions sarmates. Quand Rome s'est désengagée et que ses combattants ont pris la défense indépendante de leur communauté d'accueil, il était logique qu'ils gardent les emblèmes qu'ils avaient arborés tout au long de décennies de fidélité au service.
La liaison avec les légendes du roi Arthur est manifeste et intense. Le nom d'Uther Pendragon, le père d'Arthur, contient littéralement un dragon. Pendragon se traduit par « tête de dragon » en gallois. Dans les traditions galloises les plus anciennes, Arthur est souvent lié au dragon rouge. Quand les auteurs médiévaux français ont narré les exploits d'Arthur et de ses chevaliers, ils ont inévitablement intégré ces emblèmes draconiques qui avaient perduré dans le folklore britannique. Cela donne lieu à un fait que les légendes arthuriennes débordent d'images de dragons qui, sans doute pas au courant les auteurs médiévaux, sont directement liés aux traditions héraldiques des nomades iraniens des steppes asiatiques. Dans les fastueux halls de Camelot, Sir Lancelot est saisi par une image qui changera son existence pour toujours. Le Saint Graal, cette coupe sacrée qui a reçu le sang du Christ, flotte majestueusement dans l'air, enveloppée d'une aura divine. Cette image, parmi les plus fortes et pérennes de la littérature occidentale, a suscité l'inspiration de mystiques, d'artistes et de chercheurs spirituels durant plus de 8 siècles. Dans les montagnes du Caucase, parmi les actuels descendants des Sarmates alains, on narre une légende étonnamment semblable concernant un calice enchanté qui alimente sans fin les âmes pures et se dissimule aux indésirables. Le cycle épique des peuples ossètes du Caucase, également connu sous le nom de saga des Nartes, qui sont les descendants directs des Alains Sarmates, recèle des aspects singulièrement familiers pour ceux qui sont versés dans les légendes du Graal. Dans ces contes anciens, on parle d'une coupe enchantée nommée Nartamangé, dotée de caractéristiques extraordinaires. Elle offre une nourriture et un breuvage sans fin aux héros dignes, mais se refuse à servir ceux qui manquent de bravoure, qui mentent ou qui sont déshonorables. De surcroît, cette coupe possède le pouvoir de juger la moralité de ceux qui s'en approchent, offrant une aide divine à ceux qui en sont dignes et demeurant vide pour les indignes. L'analogie avec le Graal d'Arthur n'est pas superficielle. Dans les deux écoles de pensée, le Graal sacré incarne un idéal spirituel qui dépasse la simple existence physique. Il symbolise un lien direct entre l'homme et le divin, accessible uniquement par la pureté éthique et l'héroïsme vertueux. Dans les épopées nartes, les protagonistes se lancent dans des missions périlleuses pour atteindre le calice, faisant face à des défis qui testent non seulement leur force corporelle, mais également leur droiture spirituelle. Ces aspects, la recherche sacrée, les défis éthiques, la récompense divine, correspondent précisément à ceux que l'on peut observer dans les romans médiévaux du Graal. Cependant, le lien va au-delà des ressemblances thématiques générales. Les détails précis sont remarquablement cohérents. Selon les traditions nartes, la coupe est souvent liée à des festins célestes où les héros tués lors de batailles se rassemblent dans une sorte de Valhalla du Caucase. Le Graal, dans les récits arthuriens, s'inscrit dans le cadre de la table ronde, un autre festin sacré où se rassemblent en parfaite harmonie les chevaliers les plus vertueux. Dans ces situations, la coupe n'est pas simplement un artefact magique, mais elle représente le symbole principal d'une confrérie héroïque qui dépasse la mort. L'interrogation captivante est de comprendre comment ces ressemblances ont pu se former. Il pourrait s'agir de coïncidences, résultant d'archétypes universels qui apparaissent indépendamment dans diverses cultures. Cependant, une explication plus fascinante serait que les coutumes du Graal arthurien pourraient véritablement découler des sagas Sarmate-Alan, qui ont été introduites en Bretagne par les troupes auxiliaires du IIe siècle. Ces récits anciens auraient fusionné avec les mythes celtiques, puis plus tard avec le symbolisme chrétien au fil des siècles d'intégration culturelle, évoluant lentement vers les formes que nous retrouvons dans les romans médiévaux. Cette progression aurait constitué un processus naturel et organique. Les descendants sarmates, qui ont accédé à des postes de commandement militaire durant l'ère sombre britannique, auraient maintenu un attachement émotionnel aux légendes héroïques de leurs ancêtres. Quand ses propres prouesses furent célébrées par les bardes et troubadours, il était inévitable que certains aspects de ces traditions anciennes se retrouvent dans les nouvelles légendes.
Le résultat ultime, la recherche du Saint Graal en tant qu'idéal chevaleresque arthurien, incarne une combinaison remarquable de spiritualité perse, de mysticisme celtique et de symbolisme chrétien qui a offert à l'Occident l'une de ses métaphores les plus puissantes concernant la quête humaine pour une transcendance spirituelle. Les noms possèdent une certaine puissance. Ils recèlent en leur sein les résonances de civilisations évanouies, les chuchotements de dialectes délaissés et les réminiscences de communautés qui se sont évanouies dans le néant du temps. Quand nous feuilletons les pages des romans arthuriens médiévaux et découvrons sur Lancelot du Lac, le plus noble et tragique des chevaliers de la table ronde, rares sont ceux qui prennent le temps de se questionner sur l'origine de ce nom qui semble venir des confins des steppes d'Asie centrale. Des liens étonnants entre les noms des héros arthuriens et les traditions de nomination des peuples sarmates, notamment les Alains, ont été mis en lumière par la recherche linguistique contemporaine. Lancelot n'est pas juste un élégant prénom français créé par les troubadours du Moyen Âge. Il pourrait être l'évolution du terme « Alanus à Lot », qui signifierait littéralement « Alain de Lot » ou « Alain du lieu nommé Lot ». Cette analyse n'est pas conjecturale. Elle repose sur des fondements linguistiques robustes et sur des tendances de changement de nom consignées dans d'autres langues européennes. Les Alains, tribu majeure sarmate, ont vu leur nom se diffuser à travers l'Europe durant les grandes migrations de la fin de l'Empire romain. Quand les troupes romaines engagèrent des Sarmates pour servir en Bretagne, un nombre important de ces combattants était d'ascendance alane. Avec le temps, alors que ces soldats se fixaient, prenaient des épouses locales et que leur descendance s'incorporait à la société britanno-romaine, le terme « Alain » aurait fini par se transformer en un nom de famille ou une désignation ethnique courante au sein des familles d'origine sarmate. Cependant, Lancelot n'est pas le seul personnage arthurien qui pourrait avoir des origines alanes. Dans certaines adaptations de la légende, Hélène, qui est dépeinte comme la dame de Corbenic et la mère de Sir Lancelot, pourrait également être une dérivation de Alana, le féminin d'Alanus. Dans les coutumes sarmates, tout comme les hommes, les femmes portaient des noms qui indiquaient leur appartenance tribale. Alana aurait été un prénom tout à fait usuel pour une femme d'origine alane en Bretagne après la période romaine. Il est encore plus fascinant de considérer que d'autres noms liés à la légende arthurienne pourraient avoir des provenances semblables. Gaëris, un des frères de Gauvin, pourrait avoir des liens avec Goar, un nom alane attesté historiquement. Bédiver, le loyal ami d'Arthur, montre des ressemblances avec certains noms iraniens mentionnés dans les inscriptions sarmates. Il ne s'agit pas de jeux de mots forcés ou de coïncidences fortuites. Ils illustrent un modèle cohérent qui suggère une influence linguistique systématique des traditions sarmates sur la nomenclature arthurienne. L'apparition de ces noms dans les romans du Moyen Âge français revêt une importance particulière car elle illustre la manière dont les traditions orales britanniques ont trouvé leur voie jusqu'en Europe continentale. Les troubadours français qui ont composé les premières versions littéraires des légendes arthuriennes n'ont pas créé ces noms de toutes pièces. Ils les ont récupérés à partir de sources britanniques plus anciennes, sans doute par le biais de bardes gallois et bretons ayant préservé des souvenirs ancestraux des périodes les plus obscures de l'histoire du Royaume-Uni. Lorsque ces poètes chantaient des héros portant des noms tels que Lancelot et Hélène, ils conservaient, sans le savoir, les résonances linguistiques de combattants sarmates qui avaient combattu et trouvé la mort sur le sol britannique plusieurs siècles auparavant. Consultez l'Historia Britonum de Nennius, ce document mystérieux du IXe siècle qui représente l'une de nos références les plus anciennes sur le personnage d'Arthur. Vous y découvrirez une énumération qui a perplexé les historiens pendant plus d'un millénaire, les 12 conflits du roi Arthur. Des noms tels que Badung, Camlan et la rivière Glein portent une empreinte historique indiscutable, mais leur localisation précise a été l'objet de vifs débats parmi les chercheurs au fil des générations. Toutefois,
En analysant ces lieux de combat sous l'angle de la présence sarmate en Bretagne, des motifs captivants se dessinent, indiquant des connexions tangibles entre mythes et réalité historique. Examinons d'abord la bataille du Mont Badon, généralement fixée vers l'an 500 après J.C., et présentée comme le triomphe le plus marquant d'Arthur face aux envahisseurs anglo-saxons. Plusieurs sites potentiels pour le lieu de Badon ont été déterminés par les archéologues, mais tous présentent des attributs géographiques communs. Il s'agit de lieux élevés et fortifiés qui exigeaient l'emploi de manœuvres de cavalerie pour être défendus efficacement contre des troupes d'infanterie. C'est précisément dans ces circonstances que l'héritage militaire sarmate aurait offert un atout déterminant aux défenseurs britanno-romains. La lutte à la rivière Glein, citée par Nennius comme l'une des premières triomphes d'Arthur, suscite encore plus de curiosité. Des études récentes ont proposé que Glein pourrait être une altération de Glen, et qu'il est possible que cette bataille ait eu lieu à proximité des forts sarmates dans le nord de l'Angleterre. Les vestiges archéologiques de lieux comme Bremetenacum illustrent une occupation constante et des opérations militaires qui perdurent bien après le retrait romain officiel, laissant penser que ces sociétés sarmates ont persisté à agir en tant qu'autorité militaire durant le Haut Moyen-Âge. Camlann, traditionnellement considéré comme le champ de bataille final où Arthur rencontre sa destinée, présente un cas d'étude particulièrement captivant. Même si la localisation précise est toujours débattue, un grand nombre de candidats résidant dans des zones que nous savons avoir été colonisées de façon définitive par les communautés sarmates. Si Arthur était réellement un dirigeant d'origine sarmate ou un commandant étroitement lié aux troupes sarmates, il serait logique que ses campagnes finales aient lieu sur des terres connues de ses forces, où elles pourraient bénéficier d'un appui logistique et d'une compréhension locale du terrain. Cependant, au-delà des affrontements spécifiques, l'implantation générale des campagnes arthuriennes, telles que relatées dans les archives les plus anciennes, montre une correspondance notable avec les schémas de colonisation sarmate attestés par l'archéologie. Les légendes arthuriennes les plus anciennes mettent souvent en scène des fortifications, des voies et des centres de pouvoir situés dans les régions où il est établi que les communautés sarmates ont conservé une présence constante au VE et Xe siècle. Cette relation géographique n'est pas fortuite. Et si les récits arthuriens contiennent des traces véritables de luttes réelles de l'époque post-romaine, il serait censé que ces mémoires aient été gardées plus intensément au sein des communautés qui ont effectivement pris part à ces affrontements. Les familles sarmates ayant participé à ces combats auraient transmis des histoires précises concernant des sites spécifiques, des incidents particuliers et des héros individuels. Au fil des générations de traditions orales, ces souvenirs auraient progressivement évolué de simples narrations historiques à des épopées héroïques, tout en gardant des liens identifiables avec des contextes géographiques et historiques précis. Aucune théorie historique véritablement innovante n'échappe à l'analyse minutieuse de l'université, y compris l'hypothèse sarmate concernant les sources des légendes arthuriennes. Tel un château fort assiégé de diverses directions, cette théorie captivante subit des assauts répétés de la part d'historiens, d'archéologues et d'experts en littérature médiévale qui mettent en évidence d'éventuelles lacunes mortelles dans ses fondations. Il est essentiel d'évaluer ces critiques avec la même rigueur et le même sérieux que nous avons consacré aux preuves en faveur, car la quête de la vérité historique nécessite non seulement l'excitation pour les relations fascinantes, mais également la tempérance face aux défis concrets. La critique la plus destructrice concerne le problème temporel central qui traverse l'ensemble de la théorie. Selon les défenseurs de l'hypothèse sarmate, Lucius Artorius Castus serait le prétendant le plus crédible au titre d'Arthur historique. Il aurait exercé et progressé dans sa carrière militaire durant le IIe siècle de notre ère, précisément entre approximativement 140 et 180 après J.C. Toutefois, l'Arthur issu des sources historiques les plus anciennes, comme Nennius et les annales cambriais,
est solidement ancré au XIe siècle de notre ère, durant la période qui suit directement le retrait romain en Bretagne. Il est impossible de justifier cette lacune d'environ 300 ans en se basant sur des explications traditionnelles comme la transmission orale ou la condensation mythique du temps. Les critiques notent aussi que plusieurs éléments caractérisant les légendes arthuriennes, notamment ceux que soutiennent les partisans de la théorie sarmate comme étant les plus manifestement issus des traditions steppiques, émergent plutôt tard dans l'évolution littéraire de ces récits. Par exemple, le Saint Graal n'est mentionné dans les récits liés à Arthur qu'au XIIe siècle, quand Chrétien de Troyes le présente dans son Perceval ou le Conte du Graal. À cette période, les inspirations littéraires venues de Normandie, de France et possiblement même des pays orientaux provenant des croisades offrent des interprétations plus crédibles pour ces aspects mystiques que les archives conservées de rituels sarmates du IIe siècle. Bien que la preuve archéologique soit suggestive, elle soulève également d'importants problèmes pour la théorie sarmate. Il est indéniable que des objets de style sarmate ont été découverts sur des lieux britanniques tels que Bremetenacum. Cependant, le volume et la dispersion de ces trouvailles sont bien inférieurs à ce qu'on pourrait anticiper si 20 000 à 30 000 sarmates avaient réellement établi une résidence permanente en Bretagne. Il est encore plus problématique de constater que les indices archéologiques de l'influence sarmate en Bretagne ne paraissent pas avoir une portée significative au-delà de la période d'occupation romaine, ce qui indique que ces communautés auraient pu se fondre totalement ou abandonner leur identité culturelle propre bien avant l'époque du roi Arthur traditionnel. Des experts en linguistique ont aussi mis en doute certaines des déductions étymologiques les plus conjecturales suggérées par les adhérents de la théorie sarmate. Bien que des associations telles que Artorius, Arthur, soient linguistiquement crédibles, d'autres suggestions comme Lancelot, issu de Alanus Alot, requièrent plusieurs phases intermédiaires qui manquent de preuves historiques. Selon les détracteurs, la méthodologie devient suffisamment souple pour prouver presque n'importe quel lien désiré entre des noms anciens et médiévaux, lorsqu'on peut supposer autant d'étapes évolutives non documentées. Finalement, quelques spécialistes défendent que la théorie sarmate subit le même obstacle majeur qui touche de nombreuses autres suppositions concernant les véritables origines du roi Arthur. L'idée que les récits médiévaux doivent posséder des points historiques précis et identifiables. Ces critiques avancent l'hypothèse que les légendes arthuriennes pourraient être le produit de diverses traditions, mémoires et éléments littéraires qui se sont fusionnés au cours des siècles, plutôt que de découler d'événements historiques précis ou de groupes spécifiques. Selon cette perspective, tenter de trouver le véritable Arthur ou les racines historiques de certains aspects arthuriens peut être intrinsèquement fautif, tout comme essayer de localiser l'Olympe grec avec précision. En 2004, des millions de personnes à travers le globe ont pris place dans des salles obscures de cinéma pour découvrir une interprétation novatrice du mythe arthurien. Le roi Arthur, d'Antoine Fuqua, ne dépeint pas le Camelot scintillant et féerique des légendes médiévales, mais une Bretagne ternie et violente suite à la chute de l'Empire romain, où Arthur était un général romain d'origine sarmate qui menait un groupe de combattants nomades contre les assaillants saxons. Malgré des critiques mitigées sur sa réalisation, ce film a joué un rôle clé dans l'introduction de la théorie sarmate dans la culture populaire, véhiculant des concepts qui avaient été limités à des milieux universitaires spécialisés directement vers le centre de l'imaginaire collectif international. Le film ne s'est pas manifesté de manière aléatoire. Cela marquait le résultat de plusieurs décennies de recherche menées par des universitaires comme Scott Littleton et Linda Malcor, qui ont introduit leur théorie sarmate au public anglophone avec leur ouvrage From Scythia to Camelot en 1994. Ces universitaires n'ont pas seulement rassemblé des preuves archéologiques et historiques, ils ont aussi joué un rôle de consultants sur des projets de divertissement,
en comprenant que la culture populaire peut être un puissant moyen de transmettre des concepts académiques complexes à des auditoires qui ne consultent jamais les revues spécialisées d'histoire médiévale. Cette popularisation a eu des répercussions bien au-delà du simple domaine du divertissement. En Pologne, la théorie sarmate a fortement résonné avec le mouvement dénommé sarmatisme, un courant culturel qui remonte au XVIe siècle, mais qui a bénéficié d'une revitalisation contemporaine. Durant des siècles, les Polonais ont élaboré une mythologie nationale reliant la noblesse polonaise aux Sarmates antiques. De récentes études sur les liens avec la légende arthurienne ont apporté une confirmation académique inattendue à certains aspects de cette tradition auparavant considérés comme de simples inventions romantiques. Dans l'univers du jeu vidéo, des développeurs inventifs ont commencé à intégrer des aspects sarmates dans leur représentation du mythe arthurien. Des titres tels que King Arthur, le jeu de guerre de rôle, et divers modes pour des jeux stratégiques ont commencé à intégrer les factions sarmates comme des composantes officielles de l'univers arthurien, plutôt que comme des ajouts hypothétiques. Cette incorporation dans les médias interactifs a eu un impact significatif puisqu'elle donne aux utilisateurs la possibilité de plonger activement dans les conséquences de la théorie sarmate, en simulant comment la cavalerie de style sarmate aurait opéré dans le cadre des guerres britanniques post-romaines. La littérature a aussi subi une influence profonde. Des écrivains tels que Bernard Cornwell, avec sa trilogie The Warlord Chronicles, et Rosemary Sutcliffe, dans des œuvres telles que Sword at Sunset, ont commencé à intégrer des aspects de réalisme historique dans leurs adaptations arthuriennes, bien avant que la théorie sarmate ne devienne populaire. Néanmoins, des œuvres littéraires plus récentes ont expressément inclus des aspects sarmates, mêlant tradition guerrière à composants spirituels et culturels, formant ainsi un nouveau sous-genre de la fiction arthurienne qui est délibérément informé sur le plan archéologique et historique. Toutefois, l'héritage le plus significatif de la diffusion de la théorie sarmate pourrait être son influence sur la manière dont les audiences actuelles perçoivent le lien entre mythe et histoire. Le concept selon lequel les légendes les plus extraordinaires pourraient renfermer des vérités historiques particulières, conservées à travers des siècles de tradition orale et de métamorphoses culturelles, a su captiver l'imagination du grand public au point de dépasser un intérêt particulier pour Arthur ou les Sarmates. Il a participé à une compréhension plus élaborée de la façon dont les cultures gèrent et sauvegardent les souvenirs traumatisés, comment les communautés migrantes conservent les identités culturelles au fil des générations, et comment certains aspects apparemment fantastiques des traditions populaires peuvent parfois révéler des réalités historiques tangibles qui auraient pu être perdues pour toujours autrement. Alors que le crépuscule se pose sur les grandes steppes où autrefois les seigneurs de guerre sarmates faisaient route, et que les derniers rayons du jour éclairent les vestiges d'anciens forts romains dans le nord de l'Angleterre, nous nous trouvons à la conclusion d'une journée hors du commun à travers l'espace-temps. Nous avons retracé le parcours de guerriers nomades de la steppe d'Asie centrale jusqu'aux rivages embrumés de Bretagne, puis vers les salles resplendissantes de Camelot comme elles existent dans notre imaginaire collectif. Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui n'est pas tant de déterminer si cette connexion est parfaitement fidèle dans chaque aspect, mais plutôt ce qu'elle nous enseigne concernant la nature même de la manière dont les civilisations humaines construisent du sens, conservent la mémoire et transforment l'histoire en mythe. Qu'elle soit valide ou non sur le plan historique, la théorie sarmate nous a dévoilé une vérité profonde concernant la souplesse de l'identité culturelle au fil du temps et des lieux. Les héritiers des guerriers sarmates qui ont fait leur arrivée en Bretagne au IIe siècle après J. Toucet n'ont pas conservé leur identité distincte. Ils se sont intégrés, évolués et métamorphosés, apportant des éléments de leur patrimoine ancestral à la fusion culturelle qui allait naître sous l'appellation de civilisation britanno-romaine, et, finalement, sous les coutumes que nous relions à l'univers arthurien. Au cours de ce processus,
Des aspects particuliers de la culture matérielle, des activités militaires, du symbolisme spirituel et de la tradition orale sarmate ont pu être conservés, modifiés et finalement mythifiés. Ceci nous amène à une saisie plus subtile du fonctionnement véritable des mythes culturels. Les récits arthuriens ne se limitent pas à des chimères forgées par des troubadours du Moyen-Âge dotés d'une imagination débordante. Ils constituent des constructions culturelles sophistiquées qui condensent de réelles traces mémorielles, des ambitions sociétales, des emblèmes spirituels et des composantes littéraires dans des narrations répondant à d'importants besoins psychologiques et sociaux. Si des éléments sarmates ont joué un rôle dans cette synthèse, ils ne l'ont pas fait en tant qu'éléments purs et intacts, mais comme des éléments qui ont été distillés, perfectionnés et retravaillés au fil de siècles d'évolution culturelle. La continuité de certains concepts, la sacralité de l'épée, le compagnonnage guerrier fondé sur le mérite plutôt que sur l'origine, la chevalerie en tant qu'idéal éthique, en plus d'être une discipline militaire, la quête spirituelle considérée comme l'apogée de l'héroïsme, indique que ces notions satisfaisaient des exigences humaines universelles qui dépassent les spécificités culturelles. Il est possible que les Sarmates aient apporté leur propre interprétation de ces idées, mais leur intégration dans les récits arthuriens a été couronnée de succès, car elle répondait à des désirs humains fondamentaux qui dépassaient une seule tradition culturelle ou ethnique. Dans une perspective plus étendue, l'histoire des Sarmates et leur possible héritage arthurien mettent en lumière la remarquable aptitude des civilisations humaines à s'adapter, perdurer et participer à de vastes synthèses culturelles, même lorsque les structures politiques et sociales d'origine ont totalement disparu. Les Sarmates, en tant que structure politique autonome, ont disparu depuis plus de 1000 ans. Cependant, si l'hypothèse que nous avons d'examiner est valable, alors certains aspects de leur perspective de vie, de leurs principes et de leurs coutumes pourraient persister à marquer la culture occidentale à travers l'un de ces mythes les plus pérennes et influents. Au bout du compte, l'attrait continu pour la théorie sarmate révèle une dimension plus profonde que simplement l'intérêt académique pour des liens historiques précis. Cela illustre notre aspiration, en tant qu'êtres humains, à établir des liens pertinents entre le passé et le présent, à réaliser que nos mythes les plus précieux ont des fondements dans des réalités humaines tangibles, et à saisir que même les cultures qui semblent les plus éloignées ont pu participer à la construction de notre identité actuelle. Les Sarmates nous rappellent que l'histoire humaine est une toile infiniment complexe où les branches de toutes les cultures se croisent de façon que nous ne pouvons qu'effleurer et que les mythes qui nous sont les plus chers peuvent constituer des ouvertures vers des univers disparus qui persistent à exister dans nos désirs les plus intimes.